Le chant des pinceaux de Botticelli. Dans la douce lumière florentine de l'an 1445, naquit un enfant aux mains déjà promises à la création. On l'appela Alessandro di Mariano di Vanni Filippepi. Mais bientôt, en écho au rire de son frère Giovanni, que l'on surnommait Botticello, Petit Tonneau, il se fit connaître sous un nom plus bref, plus chantant, Botticelli. Fils d'un tanneur, voué à lui offrir les garanties d'une vie sûre, Alessandro, élevé dans l'atelier de l'orfèvre, apprit la minutie du travail de l'or et des pierres précieuses. Mais son cœur, avide de souffle et de mouvement, se tourna vers la peinture. L'or trop rigide, il lui préféra la palette chatoyante, le bois tendre des panneaux, l'infini des cieux qu'il allait dessiner. Sous la houlette du vénérable Fra Filippo Lippi, il découvrit l'art de capturer la grâce. La courbe d'un cou, le frémissement d'un drapé, la douceur énigmatique d'un sourire. Florence, sous le règne éclairé de Lorenzo de Medici, il Magnifico, ouvrait ses portes aux rêves des artistes. Le jeune Botticelli trouva en ce prince mécène un protecteur et un ami. Un guide qui offrit à son pinceau la liberté de s'épanouir. Dans les ateliers, éclairés par les flammes des lampes à huile, il peignit les familles les plus illustres. Mais ce furent toujours les figures de la mythologie et de l'amour platonique qui hantèrent son âme. C'est à la cour des Médicis qu'il aperçut pour la première fois Simonetta Vespucci, la sans pareille. Cheveux d'or écarlate, teint de porcelaine, silhouette légère comme un souffle de printemps. De cette apparition naquit une obsession. Elle devint sa muse, le visage même de la perfection qu'il cherchait à fixer sur la toile. Dans les noces de la Vierge, dans la naissance de Vénus, dans le printemps, c'est toujours elle, une déesse émergeant des flots, une nymphe dansant parmi les fleurs, l'incarnation vivante de la beauté idéale. Même la mort, en décembre 1476, ne l'arracha pas à son art. Simonetta persista, éternelle, dans chaque arabesque, chaque contour délicat qu'Alessandro dessinait. Pourtant, la cité changea. Un vent de ferveur austère apporté par Savonarola balaya les palais et brûla les trésors de la Renaissance. Lors du tristement célèbre bûcher des vanités, l'artiste, ébranlé, jeta peut-être lui-même quelques toiles dans les flammes. On dit qu'il dut choisir entre sa foi et ses muses. L'époque nouvelle, avide de grandeur dramatique, trouva bientôt un autre chantre. Léonard, Michel-Ange, Raphaël effacèrent la douce mélodie de Botticelli. Délaissé, criblé de dettes, il s'éteignit en 1510, dans une modestie sans éclat, non loin de l'église d'Ognissanti, auprès de celle dont il avait tant parlé en silence. Les siècles glissèrent, les œuvres se dispersèrent, presque oubliées. Puis, comme un écho tardif, la voix de Botticelli se fit entendre de nouveau au XIXe siècle. Les pieds de Vénus foulèrent de nouveau le rivage. Les couples dans le printemps reprirent vie sous le regard émerveillé des amateurs d'art. Aujourd'hui, on le nomme maître, génie de la grâce, poète des formes célestes. Et bien que son corps repose dans l'ombre, son pinceau a tracé l'éternité. La beauté, celle qu'il chérissait tant, ne meurt jamais. Elle renaît à chaque regard, à chaque cœur prêt à écouter l'histoire que Botticelli nous murmure encore. Ce petit podcast sur Alessandro Botticelli s'achève déjà. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres programmes de l'unité de production de MLQ.